Bonjour, bonsoir, nous sommes le 22 janvier. J'ai eu passer en vitesse l'illusion d'optique oxienne et voici l'effet spécial goliathtique avec son petit manteau hivernal. Il fait un froid assez sévère, moins 3 degrés. C'était censé être la Golden Hour, mais j'ai pris du retard. Figurez-vous que je suis obligé de re-shooter cette vidéo chose que je hais parce que j'ai évidemment oublié de mettre. Ah, voilà la pouloute. Ça, c'est la pouloute. Voilà la petite pouloute. Donc tout le monde est là. Les 3 larrons sont là. Et ça, c'est bien. Ça me fait plaisir. Et j'ai oublié de mettre mon portable en mode avion. Évidemment, j'ai ramassé un coup de fil qui a complètement perturbé le truc. Donc, je redémarre mon discours. Nous sommes réunis aujourd'hui avec nos effets spéciaux et vous, mes fidèles spectateurs que j'attends tous les vendredis à 19h30, bien entendu, pour l'opus 2 de ce qui, à mon avis, va être une série de 3 opus. Parce que je voudrais parler aujourd'hui de la dominance œstrogénique comme prévu. Et puis, il faudra que je parle brièvement de l'endométriose. Je crois que l'endométriose mériterait, vous savez quoi, un webinaire. Je voudrais bien faire un webinaire sur l'endométriose avec un de mes collègues ou une de mes collègues qui préparerait la bibliographie, mais j'ai quand même mes vues et je vous en ferai part à la fin de cette capsule-ci. Mais je voudrais shooter une 3e capsule sur la prévention du cancer du sein, parce que tout ça se tient, si vous voulez, le syndrome prémenstruel, donc l'opus 1 de la semaine dernière, c'est déjà un signe, pas du tout alarmant, mais un signe d'appel, comme quoi il y a peut-être des déséquilibres hormonaux. Bon, on a bien fait apparaître dans la vidéo précédente que ce n'est pas uniquement une question évidemment hormonale. Ça peut aussi être tout simplement une... vous voyez que on est équipé, moins 3 degrés, vous avez vu? Ça va encore faire jaser cette affaire-là. Bon, écoutez, voilà, c'est des étrennes, les étrennes de Goliath. Et ça, c'est mes étrennes à moi. Le nouveau chapeau. Et donc, il y a des histoires d'acide gras, on a bien insisté là-dessus. On a bien insisté sur le fait que malheureusement, beaucoup trop de professionnels de la santé et donc leurs patients négligent ce très important profil de l'acide gras. Il y a des dogmes ridicules. L'oméga 6, c'est le diable, et l'oméga 3 doit être, la seule source d'acide gras. Enfin, on arrive évidemment à l'excès inverse. Donc, c'est assez choquant de voir toutes les bêtises qu'on raconte avec les oméga 6. J'ai encore eu, pas plus tard que vendredi dans le live chat, Nicolas qui me fait toujours de très bonnes remarques, qui est venu me sortir l'acide linoléique. C'est le premier oméga 6, l'acide linoléique. C'était l'horreur qu'il fallait absolument éviter à tout prix. Ah oui, sauf que l'acide linoléique, c'est quand même le précurseur du GLA, qui lui-même est le précurseur du DGLA. Donc, chers amis, sans acide linoléique, pas de GLA, pas de DGLA. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des positions binaires qui n'ont pas lieu d'être. Vous faites un profil d'acide gras une fois dans votre vie, si vous voulez. Si vous avez beaucoup trop d'oméga 6, d'accord. Mais si vous avez de l'acide linoléique tout juste assez, voire un peu au-dessus de la norme, mais qu'il y a un gros déficit en GLA, DGLA, mais de grâce, ne virez pas l'acide linoléique, ça va aggraver le déficit en GLA, DGLA, vous avez compris ça quand même, tout en travaillant bien entendu la conversion par la delta-6 saturase et le fait de renflouer magnésium et zinc et B6. Bon, je vous renvoie à la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, on
on est plus dans les déséquilibres hormonaux, mais il est clair que le syndrome prémenstruel peut, pas nécessairement, mais peut représenter un déficit progestéronique. Un déficit progestéronique, si vous voulez, c'est la même signification que... Qui sont mes animaux? C'est la même signification que... Ah, il y en a un là. Je ne sais pas lesquels maintenant, parce qu'il me fait tout noir. Ça c'est Oxo. Et ça, c'est Goliath. Et donc, on va rester... Comme ça, au moins, je les vois parce qu'on va les perdre. Il fait de plus en plus noir. Et donc, ce déséquilibre hormonal qui souvent va être au détriment de la progestérone et favoriser l'œstradiol, c'est une forme de dominance œstrogénique. Je vous rappelle, je pense avoir déjà dit ça, mais c'est très important et c'est vraiment dans le sujet du jour. Allez Goliath, on y va, non? Qu'est-ce que tu veux faire? Demi-tour? On remonte? On va pas par là? Allez, on remonte. Ok. Bon, écoutez, il sait ce qu'il veut, Allez, va vite. Et donc, cette situation, ce rapport œstradiol-progestérone doit être évalué vers le jour 19, 20, 21 du cycle. Je vous rappelle que le premier jour des règles, c'est J1, ce n'est pas J0. Faites vos calculs, soyez précis. Et comment va-t-on, alors ça je n'ai pas dit, donc c'est le moment, comment va-t-on évaluer un manque de progestérone et donc une dominance œstrogénique à ce, mettons, J20 pour être médian? Eh bien, on regarde les normes labo pour la phase lutéale, parce que le laboratoire vous donne des normes folliculaires. Donc ça, c'est les 10 premiers jours. Ovulation, c'est plus ou moins la semaine qui suit. Et phase lutéale, c'est le reste du cycle jusqu'aux prochaines règles. Et ces normes labo, comme je fais toujours, ça je vais peut-être vous réexpliquer un peu, je travaille avec des percentiles. Donc, je regarde la plage de référence du labo et le milieu de cette zone de référence, c'est le percentile 50. La valeur basse, c'est le percentile 0, la valeur haute, c'est le percentile 100. Je fais ça pour l'œstradiol et pour la progestérone et je les compare par rapport aux zones de référence. Et donc là, vous pouvez assez facilement voir s'il y a une dominance œstrogénique et dans quelle mesure elle est significative. Okay? Donc ça, c'est un des grands tests. Maintenant, la dominance œstrogénique, elle est surtout clinique, je trouve. Il y a quand même énormément de... J'essaie de ne pas mettre... Il ne faut pas que je mette mes dos au mauvais endroit. Mais ma main gèle, elle va bientôt tomber. Vous entendrez un bruit de verre cassé. C'est ma main qui tombe sur le sol, sur le béton. Non, le goudron. Et donc... sur le plan clinique, il y a plein de signes cliniques. Tous ont une valeur. Et évidemment, plus il y a de signes cliniques qui s'accumulent, plus c'est significatif en termes de dominance œstrogénique. Bon, alors, il aurait presque fallu que je fasse une liste. Je risque d'en oublier, mais je vais faire de mon mieux. Des seins qu'on appelle fibrokystiques, vous voyez, des seins denses. Parfois, on vous a dit ça suite à des échographies, à des mammographies, bien entendu, où c'est un des éléments qui peut ressortir. Tout un tas de plaintes, de tensions mammaires, etc. Attention, qui ne sont pas nécessairement œstrogéniques, mais qui peuvent l'être. Donc, on va en tenir compte dans notre liste. Des kystes ovariens, des polypes utérins, avant que j'oublie les antécédents familiaux, dans toute la sphère de la prévention du cancer du sein, et donc quand on s'intéresse
à la dominance œstrogénique, il est évident que l'histoire familiale est cruciale. Donc essentiellement, évidemment, les cancers du sein dans la famille, premier degré, mais deuxième degré aussi, voire troisième, quand même, il y a des... il faut un peu regarder tout autour. En général, les patients connaissent bien ça. On a perdu Oxo en chemin. Pas que les cancers du sein, aussi tenir compte des problèmes de prostate chez les hommes dans la famille, parce que ça a un peu la même signification, plus indirecte, mais quand même. Et puis, je dirais, pas complètement négliger ce qui est cancer du côlon, parce que bon, tout ça, sein, prostate, côlon, sont quand même ovaire, évidemment, cancer de l'ovaire, cancer de l'utérus, tout ça, ce sont des cancers hormonaux. Donc vous mettez un peu tout ça dans le même sac, avec évidemment un peu moins de poids sur les cancers du côlon, mais quand même en tenir compte. Et prostate, vous savez, c'est à peu près l'équivalent masculin du cancer du sein. Donc tout ça, c'est l'image familiale. Je suis certain que je suis en train d'oublier des critères de dominance œstrogénique au niveau clinique. Vous voyez, j'aurais dû faire quand même une liste dans le live chat là. Aidez-moi, mais enfin ça ne va pas m'arranger pour la capsule. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je crois que c'est aussi intéressant de tenir compte, si vous voulez, de la présentation des règles. Si vous avez des règles très hémorragiques ou des cycles très courts, etc., il peut y avoir une signification derrière ça, parce que ça peut correspondre à une dominance œstrogénique. Pas nécessairement. Alors, ici, c'est un peu plus indirect, mais c'est l'exposition aux xénoœstrogènes. Ça, c'est important. Il y a plein de xénoœstrogènes, que ce soit dans les polluants, dans les contaminants, les insecticides, les herbicides, les... Qu'est-ce qu'il me fait, Goliath? Il est hésitant, ou il a froid peut-être. On va peut-être rentrer, hein. On peut peut-être finir la vidéo à l'intérieur. Et donc, Goliath, qu'est-ce qu'on fait? On monte? Allez, viens, on va un peu faire vers le haut de la rue. Viens. Oui, il fait froid, hein. Pouf. Et donc, c'est toutes ces pollutions. Et alors, grand problème, évidemment, les cosmétiques, les produits ménagers, le matériel de cuisson, hein, avec certains revêtements qui posent problème. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment satisfaisants, hein, pour tout vous dire. Je dois dire que c'est quand même un fameux point d'interrogation, hein, ces produits de cuisson. Je ne sais pas toujours quoi conseiller. Peut-être qu'on devrait en discuter un jour avec une communauté, peut-être aussi dans le cadre d'un webinaire. Parce qu'attention, hein, il peut y avoir du nickel, du chrome, l'acier inoxydable, bon, ça peut fuir. Attention à l'aluminium, qui n'est pas exclu non plus. Qu'est-ce qu'il y a, Goliath? Bon, attendez, parce que vous voyez, ici, quand on tourne dans les conditions extrêmes, je ne sais pas, peut-être que Goliath, c'est peut-être temps de rentrer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allez. Et donc, tout ça, c'est... Allez, viens, on va un peu aller vers là. Allez. Ah, il fait trop froid. C'est trop bête. Tu veux qu'on rentre? Oui. Allez, bon. Hop, on ne chipote pas. C'est bien la première fois que ça se raccourcit comme ça. Mais j'avoue que ma main droite ne sera pas facile de rentrer parce que
sans gants. La gauche a un gant, mais la droite, pas. On va peut-être un peu s'amuser avec la neige du jardin. Ah, regarde, ici, il n'y a pas beaucoup de neige. Oh, ah voilà, Oxo. Oui, ils n'ont pas trop envie de traîner dehors. Et donc, ce qu'on appelle en anglais cookware, hein, tout le matériel de cuisine, etc., tout ça peut laisser sointer, peut laisser s'échapper des xénoœstrogènes. Et donc, parfois aussi, quand je disais insecticides, pesticides, les femmes qui vivent dans le cadre d'une ferme, et ça peut jouer aussi, parce que là, il y a des expositions à ces xénoœstrogènes. Donc, ne voyez pas seulement les œstrogènes hormonaux, il y a les pseudo-œstrogènes, donc ce qu'on appelle les xénoœstrogènes. Alors, les causes iatrogènes, les œstrogènes iatrogènes, donc la pilule. Hein. La pilule contraceptive, enfin il y en a différents types, il y en a qui sont progestéroniques, alors évidemment c'est une autre paire de manches, mais celles qui sont purement œstroprogestatives, il y a toujours une forte dose d'œstrogène là-dedans. Et donc, alors vous voulez rentrer, voilà. Et donc, ça c'est quasiment compté en nombre d'années, et aussi la force, la puissance de la pilule en question. Oxo, tu viens? Allez, allez, viens, il fait trop froid, viens vite. Et donc, il y a des pilules plus légères, des pilules plus fortes. Hein, il y en a qui sont absolument calamiteuses. On ne va pas parler de ça parce que sinon on va se sortir du sujet principal. Il faut voir. Et voilà. Et voilà. Bon, la poulotte est toujours dehors, mais les autres sont rentrés au bercail. Et donc, cette pilule est une véritable calamité que les hommes ont inventée pour les femmes, visiblement. Hein. Je ne crois pas qu'ils auraient accepté ça pour eux-mêmes. Et, bon, peut-être, voilà. Oui, c'est sympa, hein. Oui. Je ne sais pas quoi, il y a un... Ah oui, voilà, je sais bien qu'il y avait une espèce d'insigne. J'ai fait le front du Donbass, et voilà, je suis revenu avec ça. Et donc, le nombre d'années de pilules, parce que ça, c'est assez horrible. Par contre, les grossesses, c'est protecteur. Hein. Donc ça se décompte. D'ailleurs, une grossesse, bon, c'est quand même plutôt une... Enfin, il y a toutes les hormones, là, des taux très élevés, mais c'est quand même fort progestatif, progestéronique. Et donc, les grossesses sont plutôt protectrices. Et plus il y a de grossesse, moins il y a de risque de cancer du sein. Alors, ce que je vous enchaînerai avec la fois prochaine, après cette vidéo sur la dominance œstrogénique, c'est éventuellement ce que j'ai oublié de vous dire, parce que j'ai l'impression que j'oublie quelque chose, mais ça me reviendra, et on se rattrapera la fois prochaine. Mais c'est le contexte génomique. Okay, il y a des génotypes très importants à tester, et puis alors il y a une évaluation de la phase 1 de la détoxification hépatique qu'on peut assurer avec un test sur les hydroxyœstrones. Hein, donc le ratio entre la 2-alpha-hydroxylation et la 16
qu'est-ce que j'ai dit, la 2-alpha, la 2-hydroxylation et la 16-alpha-hydroxylation. Donc le ratio 2 sur 16-alpha, 2OH sur 16-alpha-OH, œstrone, qui vous donne un peu la performance de la phase 1 de la détoxification hépatique. Et puis en phase 2, eh bien, on reparlera du GST, de la glutathion S-transférase et de la COMT, de la catécholométhyltransférase. Ce sont deux génotypes que j'ai déjà abordés dans des vidéos spécifiques de génomique. Donc j'y reviendrai plus en détail. Et ça, c'est la phase 2. Donc tout ça, c'est en aval. Et si vous voulez, quand on a des histoires familiales, ça reflète ces problèmes génomiques. Vous voyez, quand on a de mauvais génotypes dans tout ça et une mauvaise hydroxylation avec le ratio de ces alpha-œstrones trop bas, eh bien, on retrouve forcément des cancers hormonaux dans la famille. Mais c'est ce qu'on appelle les cancers random en anglais, donc aléatoires en français, ça fait un peu du mal, et ça n'a rien à voir avec le fameux BRCA. BRCA, bon, on dit BRCA, mais en réalité l'acronyme c'est BRCA, il y a BRCA1 et BRCA2, ça ce sont des tests génomiques aussi, génétiques, génomiques, mais que je ne fais pas, parce que quand ils sont positifs, c'est quand même un diagnostic assez dramatique que je laisse aux gynécologues pour prendre les mesures en accord avec les femmes sur la prévention à appliquer, une surveillance très intensive, voire des interventions chirurgicales. Alors, je vais, pour finir la vidéo, il reste 5 petites minutes, je vais prendre le Goliath sur moi. Et c'est un peu inhabituel vu que la promenade a tourné court, vu le climat neigeux, et alors on reste ensemble. Et les animaux sont fatigués. C'est pas un temps pour les chats, et pas plus pour les chiens. Et donc, ces tests BRCA, bon, moi je ne conseille pas de les faire parce que s'il n'y a pas de cancer jeune, des cancers hormonaux, sein, utérus, ovaire, surtout ovaire, surtout sein et ovaire, dans la famille proche, bon, ben, vous êtes BRCA négatif. S'il y en a, ben oui, là, il vaut mieux le tester, mais moi, je refuse de faire ça parce que c'est pas tout de fournir un résultat de test. Ça n'a l'air de rien, mais quand on donne un résultat de test au patient, la transmission du résultat doit s'accompagner d'un conseil global. Il y a une façon de présenter les choses, et surtout dans ce cas des BRCA, s'ils sont positifs. Et quand on fait le test, on ne peut pas garantir que ce sera négatif. Vous voyez, donc si on fait le test, bon, il y a toujours une possibilité que ce soit positif. S'il n'y a aucune chance que ce soit positif parce qu'il n'y a pas de cancer dans la famille, mais ne faites pas, c'est cher, ça ne sert à rien. Mais s'il y a une chance que ce soit positif, il faudra communiquer et... Ah, la pouloute est toujours à l'extérieur. Il faudra communiquer et il y aura des questions. Et des questions embarrassantes auxquelles il faudra répondre. Bon, ça, ce n'est pas un travail de généraliste, c'est plus de la médecine fonctionnelle, et il faut s'arrêter à un moment donné. La médecine fonctionnelle reste une médecine générale et il faut recourir aux spécialistes quand c'est nécessaire. Alors, revenons un peu en arrière sur la dominance œstrogénique. Il y a un sujet que je voulais garder pour la fin qui est un peu délicat, un peu controversé. C'est qu'en est-il des traitements œstrogéniques et progestéroniques, mais typiquement œstrogéniques, donnés à des femmes qui ne sont pas ménopausées.
Alors, le problème de la périménopause, j'en parle dans une vidéo particulière. Je vous renvoie à cette vidéo-là parce que sinon, on va refaire la même chose. Mais je vous parle de femmes plus jeunes qui ne sont pas en périménopause, même si éventuellement elles pourraient aller vers la périménopause, mais techniquement, elles ont toujours des cycles normaux et des valeurs hormonales normales, mais peut-être un peu basses, un peu suboptimales. Il y a peut-être quelques aspects cliniques qui peuvent faire penser qu'on a des taux suboptimaux en œstrogène, en œstradiol. Et alors, ce sont des femmes à qui on donne de l'œstradiol alors qu'elles ont toujours une activité ovarienne. Bon, moi, je ne le fais pas. Moi, je ne fais pas. J'ai un peu du mal avec ça. Je comprends qu'on puisse le faire dans certains cas bien précis, mais alors, donc moi, je ne le fais pas du tout systématiquement. Ça m'arrive de le faire très rarement. Je préfère travailler avec les pro-hormones surrénaliennes, comme je vous ai déjà expliqué 50 fois. Pregnenolone, DHEA, il y a moyen d'améliorer les hormones sexuelles en travaillant en amont. Ce n'est pas aussi puissant, bien entendu, mais ça aide. Et ici, on veut agir en douceur. Mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre avec insistance, c'est que si on se lance dans un apport exogène d'œstradiol chez des femmes qui ont toujours une activité ovarienne, donc des femmes jeunes, il faut faire toute cette recherche que je vous détaillerai, je vous ai déjà un peu annoncé aujourd'hui, mais que je vous détaillerai plus avant dans l'opus 3, probablement la semaine prochaine. Non, dans 15 jours, parce qu'il y aura un webinaire produits laitiers, amis ou ennemis, qui va s'intercaler entre les deux, et pour lequel je vous ferai un live chat de 90 minutes. Parce que c'est un webinaire de 90 minutes qui est fully booked et auquel donc vous ne pourrez plus assister, qui de toute façon sera déjà terminé quand cette vidéo sera en ligne. Mais dans l'opus 3, je vous détaillerai les mesures à faire pour s'assurer de la sécurité, de l'innocuité probable d'un apport exogène d'œstradiol pour des raisons qui sont parfois vraiment de bien-être, de confort, si ce n'est pas d'esthétique. Okay. Donc ça, très très prudent parce que, vous connaissez la règle, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Alors je pense qu'on arrive au terme de la vidéo. Voilà, c'est terminé, 28 minutes. Monsieur Goliath, Mademoiselle Poulout vous disent à vendredi. Oxo, il vous dit aussi, mais de plus loin. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Bye bye.